Plus diluvienne à Lomé et à Accra, dans la capitale ghanéenne. Conséquence, nous allons l'évaluer dans ce studio autour de ce plateau avec notre invité. Nous allons également parler de cette situation qui éclabousse l'instance suprême du football mondial, la FIFA, un feuilleton désormais avec plusieurs épisodes. Nous allons en parler également et parler de la suspension de l'accompagnement du PADAT au Togo par le FIDA. Un courrier est adressé au ministre de l'Agriculture il y a 2 semaines. Nous avons pu mettre la main sur ce courrier. Quelles conséquences donc pour l'agriculture au Togo? Nous allons en parler. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Vous êtes très bien au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission à travers laquelle nous vous proposons les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Émission à suivre via les réseaux sociaux de lien, le www.ebenradio.com voilà, et le www.togovision.com. Également repris en partie par le www.togo-6online.co.uk et également sur ici lomé.com, ce qui veut dire que nous sommes bien suivis au niveau de la diaspora. Il y a également quelques compatriotes de la diaspora qui essayent de mettre en ligne sur Facebook quelques séquences de cette émission. Vous pouvez, sur cette émission à Lomé, via les ondes de radio KNTB, à Palimé via les ondes de radio VGK, puis à Anéro sur les ondes de radio Lumière. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Nous sommes en direct depuis la préfecture de Zio, la ville de Tchévié, plus précisément dans le quartier Pali. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Nous sommes avec notre invité Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour Ibrahim et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous allons commencer par cette histoire d'inondation. C'est vrai, la pluie, on l'a tellement attendue, elle a fini par arriver, mais avec des conséquences au Togo. On a été témoin du décès d'une jeune fille de 12 ans en classe de CM2 dans le quartier Agbalepédo, on va dire un peu, qui a laissé sa vie dans les égouts, dans les caniveaux. Et nous avons également assisté à l'inondation dans plusieurs quartiers de la capitale, également à des déplacés, des blessés graves. Nous avons également un tout petit peu vu ce que ça a apporté. Hier, nous l'avons constaté ici dans le quartier Le Togo, plutôt dans la capitale, le quartier Le Togo, où certains citoyens ont trouvé vraiment une source de revenus à partir de cette histoire d'inondation, avec une série de pêches de poissons et suivi de ventes pour alimenter les ménages. Et nous sommes transportés via les médias, les autres médias dans la capitale ghanéenne à Accra pour constater ce qu'on peut appeler drame, outre le décès d'une étudiante qui a été renversée dans les caniveaux. Nous avons également été informés de cette explosion qui a eu raison de, pour l'instant, plus de 80 vies, avec plusieurs blessés et des dégâts matériels assez importants. En somme, voilà le décor planté autour de cette histoire d'inondation. Quelles leçons à tirer? Oui, il faut dire que la pluie, nous l'avons attendu beaucoup. Il y a longtemps que nous attendons la pluie, parce que notamment, vous savez, les agriculteurs aussi en ont besoin pour commencer la campagne agricole, et sans oublier nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, la température était montée, et ça affichait vraiment une température de plomb, et ça faisait qu'il y avait trop de chaleur à Lomé, et les gens n'arrivaient pas à supporter, et chacun attendait vivement cette pluie. Mais la dernière fois, hier, puisque hier la pluie est arrivée, ça a été une grande pluie, et sincèrement avec son lot de conséquences, comme vous le savez. Il y a une question d'urbanisation aussi qu'il faut voir à ce niveau, avec les égouts qui ne répondent plus, qui ne s'adaptent plus aux routes, et aussi il faut voir les systèmes de drainage d'eau vers les retenues, oui, les bassins. Voilà, les bassins de retenue d'eau qui ne sont pas aussi vraiment comme il faut le dire clairement, qui ne sont pas aussi qui n'ont pas une capacité de rétention d'eau pouvant contenir ce flux. C'est tout ce que nous avons vu comme l'eau drainée par les caniveaux jusqu'à ces bassins de rétention d'eau. C'est dire que tout ce qu'il y a eu comme travaux ici à Lomé, nous dirons que c'est des travaux en tout cas conduits par des entreprises qualifiées, mais on sent avec ce qui est arrivé
tout récemment avec le drame d'Agbalé-Pédo et tout ce que nous avons vu un peu partout avec les inondations qui ont eu raison des ménages. Les ménages sont obligés en tout cas de se déplacer momentanément, d'aller se relocaliser ailleurs. Et tout ceci, ça montre que les travaux exécutés n'ont pas été sincèrement à la hauteur des attentes des populations. Je m'explique, c'est pourquoi je le dis, c'est parce que quand vous prenez le bassin de rétention d'eau au niveau de Agbalé-Pédo, je parle de mais au niveau de Agbalé-Pédo, là, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais c'est au niveau de Adidouadin, vers le quartier Caméléon. Voilà. Et voilà, le bassin a débordé. Et ce qui voudrait dire qu'on n'a pas prévu un système d'évacuation automatique d'eau dans ce bassin. Parce que quand vous voyez un peu le bassin, il paraît que c'est prévu, ça a été actionné et c'est ça qui évacuait vers le bassin qui se trouve au niveau des pavés à Agbalé-Pédo. Bizarrement, là aussi, c'était un débordement total. Oui, s'il y a débordement au niveau de... Parce que c'est un système à la chaîne. S'il y a débordement au niveau du bassin de rétention d'eau d'Agbalé-Pédo, il y a aussi un système qui doit être mis en place là-bas pour l'évacuer vers ailleurs. Le camp Corto, et le camp Corto qui évacue ça vers un peu vers la lagune. Tout est fait à la chaîne, mais j'ai remarqué que le chantier au niveau du camp Corto, le bassin au niveau du camp Corto est en chantier actuellement. Donc peut-être que ça peut créer ces dysfonctionnements au niveau d'Agbalé-Pédo, l'eau qui devait cheminer et aller vers le camp Corto et aller vers la lagune. En tout cas, l'eau là n'a pas été retenue au niveau d'Agbalé-Pédo et du coup au niveau du bassin. Ça a créé tout ce que ça a créé. Ça a créé tout ce que nous avons comme désagrément. Bon, c'est dire qu'il faudrait que en tout cas dans la construction des routes et au niveau aussi de l'aménagement. On va dire la canalisation surtout. Voilà, tout ce qui est comme aménagement urbain, qu'on tienne compte aussi de ces pluies diluviennes aussi qui viennent souvent. Vous savez que Lomé, par le passé, là, quand nous étions enfants, il pleuvait jusqu'à 3 jours. Donc ça voudrait dire que si aujourd'hui on retournait à cette époque où il pleuvait jusqu'à 3 jours, Lomé allait être peut-être transformé en un lac. Donc il faudrait que nos autorités, surtout le ministère des Travaux publics, intègrent cela dans son plan en tout cas de construction des infrastructures. Et au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat aussi. Il y a aussi le ministère des équipements ruraux. Bien évidemment. Donc tous ces acteurs techniques qui entrent en ligne de compte dans la construction des infrastructures routières et disons urbaines, et qu'on voit aussi dans quelle mesure on peut élaborer des programmes et qui puissent nous donner des infrastructures viables et capables en tout cas de contenir tout ce qu'il y a comme pluie diluvienne, tout ce qu'il y a comme eau et diluvienne et tout ce qui peut engendrer des désagréments au niveau des populations. Voilà, avant d'aller vers le Ghana, nous allons situer la responsabilité de la population dans cette situation. Bien évidemment, il y a ce que nous appelons l'incivisme notoire qui est constaté au niveau des populations, parce que quand vous voyez les caniveaux qui sont érigés un peu partout, il y a certains compatriotes qui vont déverser les ordures ménagères là-bas. Il y a des compatriotes qui envoient des sacs, je vous assure, des sacs d'ordures dans ces caniveaux. Et du coup, ça bloque la circulation normale des eaux pluviales. Et aussi, sans oublier, certains qui ont transformé ces caniveaux en de véritables lieux où eux-mêmes font des drainages de tout ce qu'il y a comme... en tout cas déchets, et je vais parler des déchets biologiques que nous avons au niveau des WC. Donc on déverse tout ça là dans ces caniveaux et ce n'est plus en tout cas de nature à faire passer l'eau pluviale comme prévu par les techniciens qui ont construit ces ouvrages. Voilà, mais là aussi, si on revient un tout petit peu sur l'accident qui s'est produit au niveau d'Agbalé-Pédo, c'est vrai que là, il faut également interpeller les entreprises et également le ministère des Travaux publics qui semble manquer de suivi et d'évaluation. Oui, en tout cas, il y a un suivi, mais c'est le plan qui a été fait et qui est conduit. Est-ce qu'on va dire que sur un plan, on prévoit de fermer un peu en partie les caniveaux, de les ouvrir par endroits? Non. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez observé ce que je veux dire. Je comprends ce que vous dites. Et je pense que ce n'est pas ça aussi. Quand vous parlez de suivi, ça c'est au niveau du ministère des Travaux publics, les techniciens du ministère des Travaux publics. Et surtout, il y a aussi
disons, une institution au niveau du ministère de l'Environnement qui se penche sur les catastrophes naturelles. Et donc, je pense que ce département devait suivre les travaux au niveau de la ville, notamment débarrasser les égouts des déchets solides pour pouvoir laisser l'eau couler normalement et aussi vérifier si les caniveaux sont fermés à tous les niveaux. Oui, il y a cet aspect aussi. Je vais prendre aussi un autre aspect, c'est au niveau de la construction même des routes et les caniveaux qui suivent ces constructions. C'est que vous allez constater qu'au niveau de certaines routes, on a fait des caniveaux on parle souvent de 1 sur 1, c'est-à-dire que 1 mètre sur 1 mètre carré, vous voyez que ce n'est pas bien large pour pouvoir contenir le flot d'eau qui arrive. Quand je prends le cas de la route de Ebomaf, sur la route au niveau d'Adido-Adin, vous allez voir que les caniveaux qui sont érigés là-bas, ce n'est pas aussi large pour contenir le flot d'eau qui arrive un peu vers le quartier Limousine et le quartier Plateau, parce que vous voyez qu'il y a une pente là-bas. Donc quand tout ça, tout l'eau qui coule de là, qui draine et qui vient vers Adido-Adin, arriver là-bas, ça crée vraiment un débordement. Ça envahit complètement la route. N'arrive plus à contenir tout ce flot d'eau et ça fait que la route est complètement inondée. La dernière fois, les riverains n'ont pas pu circuler parce que on dirait un lac depuis le fin pavé d'Adido-Adin et de Djidjolé jusqu'au niveau du carrefour que nous appelons communément Bodjona. C'était complètement inondé, on dirait que c'était un lac, or c'était une route qui est là-bas. Donc c'est aussi voir au niveau de l'exécution des travaux, de tout ce qui se fait comme plan de canalisation, de revoir un peu les caniveaux et de les élargir 2 sur 2, je pense que ça peut aller, mais 1 sur 1 mètre carré, non, je pense que ce n'est pas 1 mètre cube, autant pour moi, parce que ça se présente sous forme de U. Voilà, et là, ce n'est pas aussi bien. Il faut revoir aussi ce système et nous faire des caniveaux qui répondent valablement. Quand vous prenez un peu les caniveaux de Agbalépédo, le pavé d'Agbalépédo, vous voyez que c'est bien large et quand l'eau coule. Sauf que c'est ouvert. Sauf que c'est à ciel ouvert aussi, c'est un autre danger. Avec ses dangers. Ouais, donc en tout cas, tout le système est à repenser. Nous avons de belles routes à Lomé, mais il faudrait aussi faire en sorte que lorsqu'il pleut, les gens puissent circuler normalement. Voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi les caniveaux ne sont pas fermés? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une question qui tient à cœur. Quand vous prenez la route qui vient déboucher sur la station Agbalépédo, vous voyez une route large qui arrive à un niveau et qui se rétrécit tout de suite. Et c'est les caniveaux largement ouverts qu'on a, ce qui fait que si vous avez l'habitude de passer par là, vous voyez combien de personnes, combien d'engins tombent dans ces caniveaux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les fermer? C'est ça aussi qui permet aux populations de déverser les ordures et de... Voilà, parce que c'est assez ouvert. Je pense qu'il doit y avoir un suivi régulier des infrastructures routières dans notre pays. Je pense que le ministère des Travaux Publics est là pour ça et corriger éventuellement les erreurs parce que les pavés d'Agbalépédo, nous avons appris que ça a été une erreur parce que les gens n'ont pas exécuté les travaux dans la règle de l'art et ça a entraîné du coup tout ce que nous avons comme raté sur cette route parce que quand vous passez sur cette route, on ne dirait pas que vous circulez sur des pavés, mais on dirait que vous êtes sur une piste rurale avec des nids de poules et un peu partout. Et tout ce que les gens appellent communément des escaliers. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi ça, donc il faut revoir ça. Comment revoir ça? Je pense que c'est au niveau des autorités chargées d'exécuter ces genres de travaux, de chercher une ligne pour pouvoir refaire soit les pavés ou bien élargir suffisamment la route et éventuellement couvrir aussi les systèmes de caniveaux qui sont là-bas. Parce que quand c'est aussi ouvert comme ça, c'est très profond, vous voyez. Donc il suffit seulement qu'un automobiliste ou bien qu'un motocycliste rate un peu. Parce que quelqu'un est rentré dedans hier au niveau de la station à Kosombo à Tikoumé. Vous voyez que c'est dommage. Il faudrait aussi voir cet aspect. Si on ne peut pas couvrir ça, aussi faire de telle sorte que ce ne soit pas aussi exposé. Et comme on le voit actuellement, c'est comme quand vous ratez un peu la route ou vous faites un peu des manœuvres avec votre véhicule. Ça fait bonjour dans les caniveaux. Voilà, vous risquez
de vous retrouver dans ces caniveaux. Je pense que c'est un travail qui doit être fait. Mais nous saluons tout ce qui a été fait en matière d'érection, en tout cas de ces routes, de réfection des routes et surtout du traçage de ces routes un peu partout à Lomé. Ça facilite maintenant la circulation. Quand il pleut, je pense que la zone à Goyassi jusqu'à Balepé d'Ototi, est coupée de Lomé. C'est difficile d'accès parce que les gens n'arrivent plus à aller, parce que partout où vous passez, il y a des flaques d'eau, en tout cas, vous ne pouvez même pas circuler librement, mais aujourd'hui, on peut circuler librement vers là, c'est dire que les autorités ont pensé à ce système. Maintenant, on demande plus qu'on aille vers la sécurité routière, c'est-à-dire que faire de telle sorte que quand il pleut, que les routes là ne constituent pas des danger. Voilà. Très bien. Il y a aussi un aspect qui a été lisible dans cette histoire, la lenteur constatée dans la réalisation et l'exécution de certains travaux de construction d'infrastructures routières. Vous avez des chantiers qui sont là et vous ne voyez jamais les ouvriers sur ces chantiers. Et quand vous posez un peu de questions, on vous dit qu'il n'y a pas de moyens. Oui, ce problème est très récurrent et c'est au niveau de l'attribution des marchés. Et ça, je pense que l'autorité de régulation des marchés publics doit revoir sa façon et surtout ses enveloppes en matière de travaux publics. Parce qu'il y a des entreprises qui vont avec des dossiers. Ils sont débordés. Non, ils vont d'abord, c'est à deux volets. Je vais prendre le premier volet, qui vont avec des appels d'offres. Elle postule plutôt avec, en tout cas, on dit souvent le moins 10 ans ou bien le plus 10 ans, je ne sais pas, il y a tout un système là-bas et quand le moment arrive à attribuer le marché, on donne ça à une entreprise qui a peut-être fourni un dossier où on parle de moins 10 ans, c'est-à-dire que l'entreprise, si on évalue ça au point de vue technique, la route doit coûter, disons, 100 millions, c'est un exemple que je donne. Si l'entreprise dit, bon, en tout cas, moi, avec 50 millions, je peux faire ça, on préfère lui octroyer on lui attribue le marché et vous allez voir qu'avec les 50 millions, l'entreprise ne peut pas démarrer parce qu'entre-temps aussi, il y a aussi des pots de vin, les rétrocommissions, tout ça là. L'entreprise va se retrouver avec 30 millions et avec 30 millions, elle ne peut rien faire. Donc, c'est ce qui entraîne aussi des lenteurs sur les routes et beaucoup de problèmes qui sont créés quand nous voyons un peu, on démarre les travaux et après tout ça s'arrête, on dit qu'on n'a plus d'argent ou soit le système de contrôle entre-temps est passé par là, on voit que les travaux sont faits au rabais, là où il faut faire des dosages normaux, on ne le fait pas, là où il faut faire aussi ériger des caniveaux de qualité avec des fers, le matériel adéquat, on le fait avec de matériel de qualité douteuse. Donc tout ceci amène à ce que le travail s'arrête. Je reviens sur l'autre volet, c'est par rapport aux entreprises, en tout cas qu'on gave de marché, parce que c'est des entreprises qui sont pilotées de loin par certains pontes de l'administration ou bien du pouvoir. Donc du coup, ça fait que ce sont à ces entreprises qu'on attribue les marchés. Je ne veux pas citer de nom, mais vous connaissez cette entreprise togolaise qui a à elle seule presque tous les marchés de la République et ça fait qu'elle n'exécute pas le travail. Elle vient aujourd'hui, elle fait un petit boulot et après tout, elle va sur un autre chantier. C'est une question de placement de l'équipe qui est en train de travailler, mais on n'occupe pas véritablement les chantiers. Ça aussi, c'est ça qui entraîne aussi les retards. Je pense qu'il faut revoir aussi ce mécanisme, ne pas aussi concentrer trop de éviter marchés. La complaisance. Ouais, ne pas aussi attribuer trop de marchés à certaines entreprises, même si elles sont performantes, il faut aussi éviter aussi d'aller vers les surcharges parce que quand on est trop surchargé, débordé aussi, on n'arrive pas à faire le travail comme il se doit. Et aussi amener aussi à revoir aussi les PME, les PME, les PMI, et les PMI plutôt. Et il faut aussi voir ce mécanisme de sous-traitance et que ça se fasse aussi en tout cas dans les règles de l'art. Voilà, dans les règles de l'art, parce que de l'art, il ne faudrait pas que pour un marché de 100 millions, lorsque vous voulez céder ça à une entreprise, à une PME, que ce soit en tout cas à un coût dérisoire, pratiquement la moitié.
cette petite et moyenne entreprise à pouvoir aussi trouver son compte dans l'exécution de ces travaux. Voilà, on vous a assez compris. Nous allons prendre les frontières pour aller rapidement à Accra, dans la capitale ghanéenne, où la pluie a également apporté la fraîcheur. La pluie a permis à bon nombre de citoyens de pousser un ouf de soulagement. Mais au même moment, à côté du ouf de soulagement, il y a des grincements de dents, il y a des pleurs, on pleure les morts. Et ici, c'est une explosion. Nous parlons donc d'une station d'essence où les gens sont partis chercher l'abri sous la pluie. Et on ne sait ce qui est arrivé. C'est une explosion qui a été signalée avec, pour le moment, plus de 80 morts, plusieurs blessés et importants dégâts matériels. D'abord, comment vous analysez cette situation? C'est une situation déplorable et sincèrement, vous savez, la vie humaine est sacrée. Lorsqu'il y a une explosion et les gens allaient pour trouver refuge parce qu'il pleuvait à Accra et il y a eu cette pluie, il y a eu vraiment cette explosion. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui est à la base de cette explosion, mais en tout cas, il y a quand même voilà. Quand même supputer que peut-être il peut y avoir l'effet d'une forte concentration d'ondes de téléphonie mobile, parce que vous savez que quand vous avez la téléphonie mobile, plusieurs personnes qui s'attroupent aussi, ça fait une forte pression d'ondes téléphoniques qui arrive là-bas aussi, c'est de l'énergie, ça peut aussi provoquer une explosion. C'est pourquoi quand vous allez dans les stations d'essence, il est interdit de manipuler les téléphones. Interdit de manipuler les téléphones, ça peut avoir cet aspect. L'autre aspect aussi, s'il y a aussi des fumeurs qui sont aussi là-bas. Surtout qui avaient le froid. Voilà, et qui voulaient aussi se réchauffer, comme vous venez de le dire, avec quelques claps, ils voulaient aussi fumer un coup, comme on le dit. Vous allez voir que ça peut aussi entraîner de l'incendie involontairement, sans qu'on ne le sache, sans oublier, en tout cas, là où il y a... Est-ce que l'effet de tonnerre aussi peut provoquer ça? Cette explosion, c'est possible aussi. C'est possible parce que quand, en tout cas, l'équipement, la station-service n'est pas équipée de paratonnerre, et ça peut aussi enclencher peut-être ce genre d'incendie ou bien d'explosion. Parce que le tonnerre, vous savez que quand ça frappe une infrastructure qui n'est pas protégée, ça crée aussi des dommages que nous connaissons. C'est comme les avions aussi. Quand l'avion n'est pas fortement équipé de paratonnerre, quand il y a l'orage, quand il pleut suffisamment et que l'éclair, la foudre, tout ça, là, vous voyez, ça peut aussi entraîner des dégâts, en tout cas, que vous connaissez. Très bien. Et puis, comme on le dit souvent dans nos communautés, si vous voyez la case de votre voisin en train d'être brûlée, il faut déjà prendre des mesures pour sécuriser la vôtre. Aujourd'hui, quelles leçons, nous, au Togo, on peut tirer de cette situation? C'est vrai que quand il pleut, vous voyez beaucoup d'attroupements au niveau des stations. Oui, bon, la leçon à tirer, c'est que, en tout cas, il faudrait que les stations-service s'équipent d'un système de lutte efficace contre les incendies. Parce que quand il y a explosion, il faudrait aussi avoir le matériel adéquat pour pouvoir contenir le feu. Et en dehors de ça aussi, il faudrait que ceux qui travaillent là-bas, les pompistes, puissent aussi avoir, lors de ces attroupements, avoir une veille, en tout cas, sécuritaire assez élevée. Et de temps en temps, circuler, voir ceux qui manipulent les téléphones, leur interdire la manipulation des téléphones, et aussi voir ceux qui sont en train de fumer, tout ça. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un système de sécurité au niveau de veille sécuritaire au niveau de veille sécuritaire au niveau de ces stations-service, de manière à ce que lorsqu'il y a quelqu'un qui veut mettre en danger tous ceux qui sont venus là-bas, qu'on essaie à temps de l'en empêcher. Voilà, nous allons parler maintenant de la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Tout a tourné en scandale depuis l'annonce du 65e congrès électif du président de la FIFA. On a vu que le FBI, donc les autorités judiciaires américaines, ont ouvert une instruction autour de dossiers de corruption, de blanchiment d'argent, d'attribution frauduleuse de Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'autre épisode d'arrestation par vague. Maintenant, depuis hier, on parle d'épisode d'aveu. Oui, l'épisode d'aveu, c'est tous ceux qui ont été arrêtés. Vous savez que quand vous êtes arrêté,
il y a une investigation qui est menée. L'investigation consiste en un interrogatoire et c'est au cours de l'interrogatoire que les gens passent à l'aveu, ils disent leur part de vérité parce qu'il y a aussi un système de collaboration qu'il ne faut pas oublier parce que quand vous êtes en interrogatoire, on vous dit, monsieur, si vous collaborez, voilà ce qui peut aller, si vous ne collaborez pas, voilà ce qui peut aussi vous arriver. Donc, parce que n'oubliez pas que la FIFA, non, la police, disons américaine, le FBI a des éléments. Donc, un peu partout. Non, les éléments, je parle des données qui éclaboussent ces personnes. Des preuves. Des preuves, voilà. Donc, quand vous êtes en interrogatoire, il y a des preuves qu'on vous grandit et on vous dit il y a eu ceci, quelle est votre version? D'accord, quand vous reconnaissez, je pense qu'il y a une collaboration et là, les peines sont atténuées. Et quand vous ne collaborez pas, c'est là où vraiment il arrive des situations dommages. Et pour le cas d'espèce, ce qui concerne la FIFA, il y a en tout cas un gros responsable de la CONCACAF, c'est-à-dire de la Confédération Amérique Nord, Centrale et des Caraïbes de football, qui a été depuis fort longtemps pisté par le FBI. Donc il y avait éventuellement, on parlait aussi des micros, micros espions qui ont été dissimulés. Les caméras partout. En tout cas, il y avait un micro espion du FBI. Donc ça fait que quand le monsieur discutait, bon, il sortait régulièrement, il discutait avec certaines personnalités, il évoquait des sujets qui fâchent, des sujets éventuellement de corruption et autres. Donc il y a des aveux, il y a beaucoup de choses qui se disent, puisque les gens pensent que c'est, en tout cas c'est entre amis, c'est entre collègues de la FIFA, donc on peut se dire toutes les vérités, mais le FBI a pu récupérer ces données et je pense que c'est avec ces données que le FBI travaille actuellement. Et les têtes vont tomber, vous savez que tout ce qu'on est en train d'inquiéter sont des proches de M. Blatter. Donc M. Blatter a compris à un moment donné que au fur et à mesure que les choses évoluent, il risque d'être, les taux se resserrent autour de lui. Et il a préféré jeter l'éponge. Il a préféré jeter l'éponge pour sauver la face et aussi parce qu'il sait que, en tout cas, tôt ou tard, il sera aussi éclaboussé. Et ça aussi, il faudrait aussi qu'on dise aux confédérations africaines aussi, à la CAF, les responsables de la CAF aussi doivent commencer par avoir des inquiétudes parce qu'on sait le soutien que la CAF apporte toujours à Blatter et c'est en échange de quoi, on ne sait pas. Donc il y a ça aussi qu'on doit voir aussi, sans oublier certains présidents des fédérations, en tout cas au niveau des pays, de l'Afrique aussi, qui soutiennent Blatter, qui ont aussi des acquaintances avec... la plupart, puisqu'ils ils ont apporté 54 voix pour la réélection de Blatter. Ces dirigeants, ces responsables aussi des acquaintances avec Blatter, avec en tout cas les billets, les pétrodollars de la corruption qui ont circulé aussi autour de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Donc il y a beaucoup de têtes aussi qui vont tomber, nous en sommes sûrs. Et il ne faut pas épargner aussi le Togo où il y a certains vieux, en tout cas, je ne veux pas les nommer, et qui sont des amis fidèles de Issa Hayatou. Aussi kleptomane, ça il faut le dire. Très kleptomane, oui, bien évidemment. Donc quand ça va commencer par bousculer Issa Hayatou, je pense que ces autorités aussi auront des vagues. Voilà, auront des vagues. C'est vrai que ça se passe à Zurich. Mais aujourd'hui, pour ceux qui, à un moment donné, ont fait passer la FIFA pour un État puissant, au-delà même des Nations Unies, aujourd'hui, avec cette situation qui se produit, qu'est-ce que vous pensez que les autres États peuvent y tirer comme conséquence et peut-être en profiter pour assainir le football ou tous les sports dans leur pays? Non, c'est la bonne gestion. Il faut parler aussi de la bonne gouvernance. Parce que quand il y a la bonne gouvernance, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas les pots de vin, il n'y a pas blanchiment d'argent. Quand vous gérez une instance de football, vous la gérez comme il se doit. Dans l'orthodoxie. Dans l'orthodoxie, je pense que vous n'allez pas être enclin à la fraude et à la corruption, comme on le voit, on l'a vu plus tôt avec les révélations faites par le FBI dans l'affaire de FIFA Gate, comme nous l'appelons. Donc c'est une gestion saine des choses. Ça c'est l'épisode qui se passe actuellement au niveau de la FIFA doit interpeller les fédérations des pays africains et aussi en tout cas de toutes les structures, que ce soit même au niveau de l'administration publique ou bien du secteur privé, que lorsqu'on vous confie une institution à gérer, il faut la gérer
dans la règle de l'art avec une certaine probité pour que les cas de malversation, de corruption et autres là n'arrivent pas à empêcher le bon fonctionnement de votre structure. Je pense que c'est ça l'enseignement qu'il faut retenir. Et aussi l'autre enseignement, c'est qu'il est vrai que M. Blatter a été un président en tout cas de la FIFA qui a beaucoup pensé aux pays pauvres, notamment le continent africain. Notamment le continent africain. Les projets Goal, les projets PAF. Pour développer le football. Je pense qu'avec Blatter aussi, on a pu organiser une Coupe du Monde en Afrique, ce qui n'était pas évident parce que les gens ne misaient pas trop sur l'Afrique. Mais avec Blatter a osé et voilà, il y a eu cette Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud aussi qui a retenu l'attention du monde entier de par son organisation et surtout la fête qu'il y a eu disons en Afrique du Sud là-bas. Mais quand on veut faire plaisir aussi au continent africain, il ne faudrait pas qu'on fasse plaisir au continent africain, en tout cas avec la fraude, avec tout ce que nous voyons comme crime financier qui se passe actuellement au niveau de la FIFA. Il faudrait faire cela aussi selon les règles de l'art, parce que quand vous voyez la fédération sud-africaine de football qui est éclaboussée par une affaire de 10 millions de dollars qui ont été versés, et le président sud-africain et le ministre sud-africain des sports parlent d'une en tout cas subvention d'un projet de développement du football approuvé par la FIFA. Bon, on se demande si en Afrique du Sud il n'y a pas à financer des projets, on va financer des projets de la FIFA en direction des pays du Caraïbe. Et c'est des situations qui nous montrent que dans nos États africains, nos dirigeants aiment souvent se faire plaisir en ignorant royalement le peuple. Parce que quand on sort beaucoup d'argent comme ça pour amener à l'extérieur, pour donner à un seul individu, parce qu'on voudrait faire ceci, parce qu'on voudrait soigner son image, parce qu'on voudrait faire ceci, on voudrait se repositionner au point de vue mondial, je pense que ce n'est pas aussi une bonne manière de gérer la chose publique. Et vous allez voir aussi dans certains pays, des gens prennent des millions pour aller dépenser dans des organes de presse, dans des médias occidentaux, et pensant qu'on est en train de soigner son image, on est en train sans penser à la page de son pays. Sans penser même à la presse même locale qui croupit dans la précarité. Et je pense qu'on n'est pas en train de rendre service à son peuple. Quand vous êtes à la tête d'une institution ou d'un pays, faites en sorte que les nationaux puissent trouver le minimum de profit de votre gestion. Je ne dis pas d'aller distribuer de l'argent, mais il faut créer des conditions qui puissent amener les gens à s'épanouir. Je pense que c'est ça aussi qui doit retenir l'attention dans cette affaire de FIFA Gate, que les gens ne dilapident pas de l'argent du pays pour leur en tout cas intérêt personnel, parce que quand on sort de l'argent, on fait la corruption ou tout ça là, c'est pour se donner bonne image et bonne presse au point de vue sur le plan international. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Dans le pays, il y a des situations plus graves qu'on aurait pu en tout cas trouver. On aurait pu trouver des solutions à ces situations plus graves que d'envoyer ces millions de billets de banque vers l'extérieur. Très bien. Vous prenez par exemple aujourd'hui avec Joseph Blatter, certes il a démissionné, mais il dit qu'il va rester jusqu'à l'élection de son successeur. Mais au même moment, il semble donner un cahier de charge à son successeur ou peut-être lui préparer un terrain puisqu'il a promis de ramener le navire de la FIFA au bon port. Il est porteur d'un projet qui porte la limitation du mandat à la tête de la FIFA, la limitation de l'âge même. Beaucoup de projets qu'il pense réaliser avant sa succession. Je pense que ce qu'il faut aussi saluer dans cette affaire de FIFA Gate, c'est que la FIFA n'est plus cette instance forte qui n'a de compte à rendre à personne, où tout ce qui est comme magouille se passait. Parce qu'à un moment donné, la FIFA, on dirait, ça dépassait même l'ONU, au point de vue ressources humaines et ressources financières. Donc c'était vraiment presque une institution qui voulait prendre le contrôle de tout le monde entier. Donc heureusement que la police américaine a tapé du poing sur la table pour que, en tout cas, ces dérives où Blatter conduisait le football mondial n'a pas été, en tout cas, a été court-circuité. Et aujourd'hui, nous avons des gens dociles qui sont revenus sur terre,
qui vont comprendre le langage, en tout cas de la discipline, le langage de la bonne gestion et le langage de l'orthodoxie dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'à un moment donné, Blatter était considéré comme un dieu, il décidait de tout. Et ça fait que dans les fédérations africaines aussi, vous allez voir des présidents des fédérations, des pays. Il faut commencer par la confédération. Bon, la CAF, ça c'est une calamité. Revenons au niveau des pays. Des pays où les présidents des fédérations se considéraient comme des gens intouchables, qui recevaient des subventions de l'État, mais qui n'avaient pas de compte à rendre à ces États parce qu'ils disaient que ça devait être une ingérence dans les affaires du football, parce que la FIFA même a fait de telle sorte qu'il y a de l'impunité à tous les niveaux, au niveau de toutes les fédérations. Je pense que ça, c'est un élément qui est enclencheur, en tout cas de révision de tout ce qui se fait au niveau de ces fédérations et surtout de ramener ces omnipotents-là à plus de raison et à savoir que quoi qu'il soit, il y a quand même aussi la justice qui les attend et qui finira par mettre la main sur eux s'il advenait quand même qu'ils versaient dans les magouilles et dans ce que nous appelons le blanchiment d'argent, les corruptions et autres, tout ce que nous remarquons dans l'affaire de FIFA Gate. Voilà, FIFA Gate, on en parle puisqu'on dit que c'est un feuilleton. Désormais, on va voir ce qui sera présenté dans le courant de cette journée comme épisode. Nous sommes donc à l'écoute et c'est pour vous. Vous serez donc informés au fur et à mesure que ce dossier évolue. Nous allons revenir dans notre cher pays, le Togo, pour parler de cette suspension de l'accompagnement du PADAT au Togo par le FIDA. Et c'est à travers un courrier adressé au ministre de l'Agriculture. Depuis plus de 2 semaines, nous avons appris ce courrier qui finalement ne se trouve plus dans les placards, mais il va se trouver très prochainement dans les colonnes des journaux. Mais premièrement, comment sommes-nous arrivés là? Non, il faut dire que nous avons toujours dit que la mise en œuvre du PNIASA au Togo rencontre des difficultés. Et nous avons toujours sonné l'alerte pour dire qu'il y a des dysfonctionnements dans la conduite même des projets, définis dans le cadre du PNIASA au Togo. Et quand je parlais du PADAT aussi, où je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, mais ça n'a pas été fait parce que au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, il y a des dysfonctionnements, il y a beaucoup de choses qui n'amènent pas à ce que les choses aillent vite comme on le voudrait. Parce que quand vous prenez ce qui a amené à cette suspension par le FIDA, c'est parce que au niveau du ministère de l'Agriculture ici au Togo, le PADAT est conduit par ce même ministère. Donc il a été prévu quand même qu'il y ait des homologues, c'est-à-dire que des gens qui devaient apprendre un peu des experts qui ont été recrutés sur ce projet, et à la fin, ces homologues devaient être évalués et éventuellement reconduits sur des projets. Mais il s'est fait que le processus d'évaluation a péché. Pourquoi nous disons ça a péché? Les informations que nous avons eues, nous sommes en train de vérifier toujours, les informations que nous avons eues, c'est que celui qui devait évaluer ces homologues et notamment ses experts aussi, a péché. Il est allé, il a évalué les gens et il a collé de fausses notes, de mauvaises notes à ces personnes. Bon, il est c'est lui seul qui sait les critères d'évaluation. Mais le drame, c'est que aussitôt après avoir balayé tout ce monde qu'on qualifie d'incompétent, l'évaluateur a postulé à un poste. Il y a conflit d'intérêts. Dans aucun pays, ça ne se passe comme ça. L'évaluateur ne peut pas aller évaluer une personne et en même temps déclarer cette personne incompétente et l'évaluateur en même temps postuler et prendre la place de celui qui allait évaluer. Il y a un conflit d'intérêts. Ça ne se passe pas. Ça veut dire qu'il y a eu mauvaise foi quelque part. Il y a eu mauvaise foi et il y a ce que nous appelons la corruption. C'est de la corruption, de la haute corruption. Ça, ce n'est pas du tout bon pour notre pays. Vous savez, le chef de l'État a toujours dit que notre pays doit miser son développement sur l'agriculture. Et c'est pour cela que le chef de l'État allait négocier le PNIASA. Ce PNIASA, ce que ça devait apporter au pays, sincèrement, les résultats ne sont pas atteints. Parce qu'il y a ce que nous appelons une navigation à vue, la mauvaise gestion, et ça fait que
tout cet effort déployé par le chef de l'État, par le ministre Bahara, pour renouer avec les partenaires techniques et financiers, est en train d'être vraiment sacrifié. Et le paysan togolais, en tout cas, à mon avis, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, n'est pas, en tout cas, celui qui va tirer le meilleur profit de tous ces programmes. Parce que avec cette suspension, je vais l'expliquer un peu, c'est que le ministère de l'Agriculture a envoyé une lettre demandant un accord de non-objection, c'est-à-dire que toutes les propositions qui ont été faites, que le FIDA accorde que tout ce qui a été fait comme proposition, j'accepte et je ne trouve pas d'objection à ce que vous mettiez en branle votre stratégie de développement de cette agriculture. Mais la FIFA a dit, le FIDA plutôt a dit non, je ne donne pas mon accord de non-objection. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais revoir. Donc, ça voudrait dire que le projet doit être audité. Et quand on ne donne pas son accord de non-objection, c'est que tout est arrêté. Donc, actuellement, le PADAT est arrêté. Et ça fait vraiment beaucoup de pertes pour notre pays. Parce que le FIDA, quand vous prenez un peu le financement du FIDA, ça va à près de 53 milliards. Donc, le Togo est en train de perdre un financement de près de 53 milliards. Parce que vous voyez que ça va beaucoup agir sur l'agriculture, ça va encore créer des désagréments parce que tout ce qui a été prévu dans la mise en œuvre de ce programme n'est pas fait. On parle de l'aménagement des bassins pour pouvoir maîtriser l'eau et amener les agriculteurs à pouvoir tirer profit de cette aléas climatiques. Donc, ce n'est pas encore fait. C'était convenu qu'on devait faire 6000 hectares. Mais le Togo a montré son incompétence et on a dit, bon, nous réduisons, nous venons à 1600 hectares. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, même un mètre carré n'a pas été aménagé. On a parlé de la construction des magasins pour le stockage des céréales et autres. Rien n'a été fait, même la fondation n'a même pas été faite. C'est parce qu'il y a ce que nous appelons disons, la navigation à vue, l'amateurisme et aussi, si vous le permettez, je dirais que les gens ne veulent pas aider notre pays, les gens pensent seulement à leurs intérêts. C'est vrai, on va ouvrir les yeux dans cette histoire, mais c'est vrai, vous avez anticipé sur les conséquences, mais quelles autres conséquences pour le bas peuple que nous sommes? Le bas peuple, c'est que nous allons connaître en tout cas beaucoup de choses, parce que si les producteurs n'ont plus tout ce qu'il faut pour pouvoir développer leur agriculture, c'est que cela va rejaillir sur l'offre, parce que nous n'aurons plus assez de céréales, nous n'aurons plus, l'agriculture togolaise ne sera plus viable et les gens vont prendre de l'avance sur nous. Mais le vrai problème que ceci cause, c'est que la lettre là est venue parce qu'il y a eu une plainte qui a été adressée à la commission anticorruption du FIDA. Donc quand on traduit un pays comme notre pays, le Togo, à la commission anticorruption. Ça veut dire que nous serons traduits là-bas? Oui, nous sommes déjà traduits. Donc ça voudrait dire que notre pays ne présente pas une bonne face en matière de gestion. Donc nous ne sommes plus éligibles. Et c'est des individus qui sont en train de jeter en pâture notre pays, qui sont en train de ternir l'image de notre pays. Donc il faudrait que les autorités compétentes de ce pays prennent ce problème à bras le corps, essaient de voir ce qui ne va pas au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et de voir les mauvaises graines qui sont en train de ternir l'image du pays, qui sont en train de saboter tous les efforts des autorités togolaises en matière de relance de l'agriculture dans notre pays. Voilà. Parce que ça, il faudrait que les autorités voient cet aspect et que notre pays ne perde pas la face vis-à-vis des bailleurs de fonds et aussi des partenaires techniques. Parce que quand le FIDA rompt définitivement avec le Togo, c'est notre agriculture qui va prendre un sérieux coup. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut peut-être envisager une autosaisine au niveau du haut sommet de l'État, par exemple, par rapport au ministère de l'Agriculture, pour que ce ministère puisse s'expliquer sur cette situation? Bien évidemment, le Premier ministre peut se saisir de ce problème parce que c'est un département gouvernemental qui est, disons, accusé de mauvaise gestion et surtout de corruption. Et ça, il faudrait que les autorités du pays tapent du poing sur la table, qu'il n'y ait pas en tout cas de favoritisme ou bien qu'on ne ferme pas les yeux sur cette affaire. C'est une affaire qui nous amène vers l'extérieur et ça, je pense que si on ne résout pas ce problème, les partenaires ont cette habitude d'être en liaison. Donc, c'est un réseau. C'est un réseau. Si le FIDA coupe ces financements au Togo, c'est que demain, vous allez voir la Banque mondiale faire la même chose et d'autres projets aussi vont en pâtir.
Donc il faudrait que le chef de l'État voit clairement dans ce qui se passe actuellement au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment dans la conduite des projets. Il y a le PASA aussi qui est en pâtit, il y a le PPAO aussi qui a des problèmes et le PADAT, on n'en parle plus. Donc il faudrait qu'on revoie là-bas qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a ce problème-là au niveau du ministère de l'Agriculture. S'il faut recruter des experts externes à ce ministère pour pouvoir conduire à bien ces projets, je pense que le pays aussi pouvait aller vers cette option pour que nous ne perdons pas ces grands financements. Parce que quand on perd ces grands financements, c'est que l'économie même interne prend un coup et c'est les producteurs aussi qui ne parviendront pas à bénéficier des grands projets au point de vue international en destination des pays en voie de développement. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien ce matin, mais toujours par rapport à cette histoire relative à l'agriculture au Togo. C'est vrai, on a parlé tout à l'heure de la FIFA et on a dit clairement, on a parlé tout à l'heure de la FIFA et on a dit que c'est le parquet américain qui a ouvert une instruction. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rêver voir une justice togolaise s'auto-saisir, ouvrir rapidement une instruction autour de cette situation? Non, je pense que la justice togolaise peut se saisir de ce problème du moment où il y a un courrier qui a été adressé au ministère de l'Agriculture parlant en tout cas de l'accord de non-nomination par le FIDA, et il faudrait renouer avec les responsables du FIDA pour voir exactement ce qui ne va. Pourquoi le FIDA n'a pas donné son accord à la mise en œuvre au plan de développement introduit par le ministère de l'Agriculture. Je pense que ça aussi, ça peut amener à faire des enquêtes, à situer les responsabilités, à voir entre-temps ceux qui se sont livrés à des comportements répréhensibles pouvant mettre en péril la bonne mise en application de ces programmes dans notre pays. Voilà, merci donc Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Surtout, merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Je pense que c'est avec plaisir que nous venons parler de l'actualité socio-économique et politique de notre pays. C'est notre devoir et je pense que quand ça nous appelle, on n'hésitera pas à être sur vos plateaux ou bien dans vos murs. Voilà, merci donc à toutes et à tous. C'était donc notre entretien dans le cadre de l'émission Grand Jury, le numéro de ce jour, avec notre invité Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Avec lui, nous avons évoqué l'inondation et ses conséquences, que ce soit au Togo ou au Ghana. Nous avons parlé de la FIFA, donc du FIFA Gate, et nous avons également parlé de l'agriculture avec cette suspension de l'accompagnement du PADAT au Togo par le FIDA. C'est à travers un courrier adressé au ministère de l'Agriculture depuis plus de 2 semaines. Nous serons toujours avec vous tant que la nature nous prête bonne santé. Longue vie donc à toutes et à tous. Nous rappelons que nous le faisons au nom de l'appel qui nous est lancé à travers l'hymne national La terre de nos aïeux. Togolais, viens, bâtissons la cité. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.